Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour ce nouvel épisode de Shalom Bayit, consacré principalement aux femmes. Et dans cet épisode, on va parler de la thérapie de couple ou du traitement de couple devant quelques professionnels thérapeutes que ce soit. Et on va expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée, la thérapie de couple. Et le premier point, c'est que la thérapie de couple, en général, c'est un des membres du couple, souvent la femme, et qui veut traîner son conjoint à la thérapie. Et donc, il y en a un des deux membres qui va arriver contraint et forcé, même si il donne son approbation et qu'il dit après que oui, il pense que c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il le pense, d'accord. Les femmes doivent comprendre que lorsqu'elles empêchent leur mari de s'exprimer et que toutes ses décisions sont remises en question, il n'osera plus dire ce qu'il pense, d'accord. Donc, si vous voulez que votre mari dise ce qu'il pense, faut faire attention de ne pas éteindre sa voix, d'accord, de prendre en compte ce qu'il dit et de respecter ses décisions. Donc, en général, et ça c'est classique de la psychologie féminine, hein, c'est que les femmes ne voulant pas prendre de décisions seules, en général, et ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont essayer de convaincre le mari que la thérapie est nécessaire. Et même si le mari n'est pas convaincu, il va dire oui, je comprends, et il va y aller. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Et après, elle va dire, mais on a décidé tous les deux de venir ici. Et le mari va faire devant le thérapeute, oui, effectivement, c'est une décision commune. Et ça veut dire en aucun cas que c'est une décision commune, d'accord. Si après qu'il ait dit, la première fois qu'il pense que c'est pas une bonne idée, il a été remis en question, vous pourrez jamais savoir s'il pense vraiment que c'est une bonne idée. Euh, donc ça, c'est le premier point, c'est emmener son conjoint contre sa volonté dans une thérapie de couple. Eh bien, la thérapie va commencer sur ce fondement qui est la coercition du conjoint, et il est évident qu'elle ne pourra donner aucun fruit positif. Euh, le deuxième point, c'est que souvent, la femme cherche, ou l'homme cherche, mais ici on s'adresse aux femmes, et croyez bien que les hommes reçoivent leur taux de moussard lorsque les rabbins leur parlent de Shlom Bayit. Et en général, il n'y a pas grand monde qui parle de moussard aux femmes. Et c'est pourquoi soyez pas choqués que je m'adresse à vous les femmes directement et que je vous dise comment une femme doit se comporter, puisque les hommes eux reçoivent bien pire que ce que je vous dis. Et, euh, et donc en général, c'est la femme va essayer d'utiliser le thérapeute ou le rabbin pour dire à son mari ce qu'il doit faire pour le forcer à agir tel qu'elle veut qu'il agisse, le contraindre à sa volonté. Et le problème, c'est que on n'a aucune idée si le thérapeute ou le rabbin ou le professionnel en question saura voir ce qui se passe réellement dans le couple et les vrais, comment dire, euh, les vrais tenants et aboutissants et les vrais nerfs de la guerre dans les relations du couple. Il se peut qu'il y ait un des membres du couple qui soit manipulateur, et souvent les gens sont complètement inaptes à détecter la manipulation. Et donc ça aussi, c'est très mauvais. C'est du mépris pour son conjoint de lui dire, on va voir ce que le thérapeute va dire ou ce que le rabbin va dire, ou même sans le dire, de le penser, d'accord. Le thérapeute lui dira de faire ça, ou etc. Et, et donc c'est pourquoi c'est une mauvaise idée d'aller en thérapie de couple. La troisième raison, c'est parce que lorsque les deux membres du couple se retrouvent à la thérapie, eh ben, il y en a un des deux qui va se sentir libre de parler et l'autre qui va se réfreindre, hein, de peur d'être puni à la maison pour avoir osé dire ce qu'il pense. En général, c'est la femme qui s'exprime librement et l'homme qui a peur d'exprimer sa volonté. Ça peut être inversé des fois. En général, c'est plus comme ça aujourd'hui.
parce que aujourd'hui la société a donné le pouvoir aux femmes et donc l'homme aura peur de s'exprimer. Et d'autant plus que chez la femme retiendra tout ce qui va être dit pour le retourner contre son mari, alors que l'homme, lui, il est bien plus mou, comme c'est marqué dans le Midrash. Donc, c'est pour ça qu'il a été créé de la terre, et donc il va être bien plus apte à laisser couler ce qu'elle peut lui dire, même si ça peut être une chose très grave. L'essentiel pour lui, c'est que la relation s'améliore et le passé sera le passé. Mais une femme qui entend quelque chose qui pique son honneur, qui pique son ego, elle ne l'oubliera jamais et elle lui relancera à la maison. C'est pourquoi ça crée un déséquilibre. Parce que la femme va s'exprimer librement, elle va dire tout ce qu'elle a contre son mari. L'homme n'osera pas dire ce qu'il a contre sa femme en sa présence. Et le thérapeute, le ou la thérapeute qui va être complètement illusionné par ce qui se passe, il va pas comprendre qu'il faut qu'il parle à chacun des membres du couple séparément pour pouvoir avoir leur vraie position, va recevoir une idée tronquée, une idée biaisée de ce qui se passe dans le couple. Et ça, c'est le 5e point. Et le 6e point, hein, c'est que lorsque un couple va en thérapie, le client du thérapeute, c'est ni l'un ni l'autre des membres du couple, ni les deux, mais la relation entre les membres du couple. Ce qui est absurde, hein, parce que si l'un des membres du couple est en danger et se doit de quitter cette relation toxique, le thérapeute ne va pas le lui en faire part, parce que il n'est pas le client. Son client, c'est la relation. Évidemment, c'est pas dans tous les cas ce que je dis, d'accord? Mais c'est pour vous donner une idée des dangers de la thérapie de couple. Il se peut des fois que la thérapie soit très bien et très positive et que ça donne des fruits. Il faut savoir une chose. Quand la thérapie de couple donne des fruits, c'est dans quel cas? Dans les cas où les deux membres du couple voulaient améliorer leur couple et pour eux, la destruction de leur couple n'était pas une option au départ. Alors dans ce cas-là, si effectivement il y avait des difficultés pour s'exprimer de la part d'un des membres du couple, la thérapie aura des fruits positifs. Mais mon avis personnel, c'est que dans ce cas-là où les deux membres du couple ont le désir de faire des efforts depuis le départ, hein, eh bien même sans thérapie, ça aurait réussi. Et le problème, c'est quand ce n'est pas le cas, alors là, ça va amplifier les dommages, amplifier les problèmes, jusqu'à amener à la destruction du couple. Le thérapeute, 7e point, il va se concentrer sur ce que ressentent chacun des membres du couple, et pas sur ce qui se passe dans la réalité, ni sur ce que dit la Torah qui doit être fait. Et donc, son compas moral est tordu, est biaisé, puisque sa référence n'est pas la vérité et n'est pas le devoir de chacun des membres du couple, même si des fois il est vrai qu'il faut euh, aller au-dessus du devoir, mais en général, ce qui fait que un couple tient, c'est que chacun connaît ses devoirs. Mais évidemment qu'il doit y avoir un dialogue et une forme de compréhension et comment on appelle ça, des objectifs communs dans le couple. Mais ça, c'est en général avant le mariage qu'il faut le régler. Une fois qu'on est marié, il y a un objectif commun jusqu'à la fin de la vie qui est le bien-être de la famille, des enfants. D'accord? Le 8e point, c'est que effectivement, il y a une tendance à faire du thérapeute un magicien qui va magiquement régler les problèmes. Il y a des problèmes qu'aucun thérapeute ne pourra régler. Et dans ce cas-là, eh ben, faire appel à un thérapeute, c'est le considérer comme un magicien qui va régler avec un coup de baguette magique les problèmes. Les problèmes dans un couple, ils sont profonds et
c'est des choses qui se passent tous les jours, dans un endroit différent, dans des circonstances différentes, et on se retrouve maintenant dans une salle qui est à des années-lumière de la maison, et c'est 1 heure par semaine ou toutes les 2 semaines, et les membres du couple ne sont pas dans leur environnement naturel, ils ne sont pas également dans leur disposition naturelle à s'exprimer. Euh, donc, effectivement, comment voulez-vous que le thérapeute résolve tous ces problèmes-là? Et ça revient à ce qu'on a dit avant, c'est que dans le cas où les deux membres du couple veulent résoudre le problème va être résolu euh, avec thérapeute ou sans thérapeute, à mon avis. Et dans le cas où ils ne le veulent pas, où il n'y a pas un désir profond de régler le problème, mais qu'il y a au moins un des membres du couple qui se dit, bah, écoute, si l'autre m'enquiquine, je m'en vais, eh bien, aller voir un thérapeute, c'est simplement espérer que maintenant l'étoile filante tombe et que la bonne fée règle les problèmes. Et c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Le 10e point, c'est que la plupart, comme je l'ai dit, des problèmes de Shlom Bayit viennent du fait que c'est une seule halakha, d'accord, qu'on a déjà vu donc dans notre 2e cours, c'est que la femme refuse d'honorer son mari. Et elle ne connaît pas ses devoirs, et elle ne laisse pas à son mari de place en tant que maître de la maison. Et il ne faut pas se laisser séduire par tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde goy, que les femmes veulent un partenaire. Elles veulent un partenaire, ça veut dire un associé 50-50 dans une entreprise. Mais ça, c'est bien beau tant que ça l'arrange, que elle fasse 50 et que lui fasse 50. Mais quand tout d'un coup, il faut qu'elle fasse plus que 50, tout d'un coup, elle veut plus que ce soit une association, tout d'un coup, elle veut que ce soit un mari. Alors, il faut choisir, hein. Il peut pas être un associé et un mari. Et soit un associé, soit un mari. Et un mari, dans la Torah, ça se dit Baal, ça veut dire un maître. Donc, il faut savoir son rôle, savoir sa place et laisser sa place à l'autre. Et les femmes aujourd'hui sont prêtes à se soumettre à un patron au travail, dans toute, comment on appelle ça, dans toute institution sociale. Il y a une hiérarchie, hein, que ce soit à l'armée, au gouvernement, et ben la famille c'est pareil. Il y a une hiérarchie et Dieu il a dit le mari est à la tête. Et donc il faut respecter la hiérarchie et, euh, et voilà. Et donc ça c'est donc le 10e point. C'est si la femme ne respecte pas son mari, elle peut aller autant qu'elle veut chez le thérapeute de couple avec son mari. Ça va rien changer, d'accord? Parce que le problème vient d'elle, le thérapeute, il peut pas la forcer à respecter son mari, et son mari non plus peut pas la forcer à le respecter, d'accord? Donc, des fois, il faut faire une introspection et voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ce que je dis, c'est pas directement pour chacune d'entre vous, mais si vous connaissez euh, des femmes qui ont des problèmes de shalom bayit, ben, et il est du devoir de chaque femme de remettre les copines en place lorsqu'elles sortent du chemin. Et le 11e point, c'est si on a déjà 1 heure ou 2 par semaine à consacrer à une thérapie de couple, pourquoi ne pas consacrer 1 heure ou 2 à la place par semaine à prier pour son mariage? L'effet escompté sera bien plus grand. Et il est sûr que si une femme prie 1 heure par semaine, 1 heure entière par semaine pour son mariage, pour que son mariage fonctionne, il est sûr que euh, ça va lui donner l'envie de tout faire pour que son mariage fonctionne et ça finira par fonctionner. Alors qu'aller 1 heure par semaine chez le thérapeute, il n'y a aucune assurance que ça amène quelques résultats que ce soit. Et le thérapeute est ici un peu comme un médecin, que le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman ont toujours dit que c'était un gros problème d'aller chez le médecin
pour des choses dont on n'est pas sûr qu'ils puissent régler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans la médecine, dans la science. Donc, il y a des choses qui sont clairement réglables. Et il y a d'autres choses, des fois, où le médecin ne sait pas trop. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. C'est pas le sujet. Et le 12e point, c'est au lieu de dépenser également, ça coûte une fortune, la thérapie de couple. On peut rester des années en thérapie de couple. Ou en thérapie tout court. Et les gens qui aiment aller en thérapie toute leur vie. Et rester en thérapie toute sa vie, c'est pas ce que je voulais dire. Aller en thérapie de couple, donc la fortune que ça coûte, pourquoi ne pas la dépenser pour mettre de ce que font les juifs. Les juifs, ils mettent de l'argent à tzedaka et demandent à Dieu d'obtenir un résultat. Et ça s'appelle pas faire une mitzvah intéressée. Hein. Chez un juif, ça s'appelle faire une mitzvah désintéressée. Parce que l'argent donné à la tzedaka, le juif est content de l'avoir donné, même s'il n'obtient pas ce qu'il a demandé. Et donc, de toute façon, c'est désintéressé et intéressé. Les deux à la fois, mais on a le droit de faire ça. Et ça a beaucoup de chances d'amener des résultats. Donc, de donner l'argent à tzedaka pour le pidyon nefesh des deux membres du couple. Et il y a de grandes chances que Kadosh Baruch Hu réparera le couple de cette façon-là. Il faut se rappeler ce qui a attiré au départ vers le conjoint. Parce que quand la vie prend son cours et on devient pressé et on n'a plus le temps pour flirter dans le couple et pour prendre du bon temps, eh bien on a tendance à être sur les nerfs et à se taper les uns sur les autres, entre guillemets. Et il faut se rappeler qu'est-ce qui m'a attiré vers cette personne au départ. Parce que, et amplifier cette conscience du point positif qu'on avait trouvé chez l'autre et qui nous a attiré vers cette personne. Et, et être conscient que chaque mari, il a quelque chose d'extraordinaire que personne au monde n'a à part lui, et qu'il est en cela le grand de la génération. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut rechercher, il faut réfléchir, et il faut méditer. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, mon mari? Et c'est sûr que ce point-là, il est le meilleur au monde pour ça. Et pour ça, je dois avoir de l'estime pour lui et de l'admiration. Et ces choses-là seront positives pour réparer le couple. Donc voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi la thérapie de couple est une mauvaise idée. La meilleure, introduire une troisième personne dans le couple, c'est un gros problème, d'accord? Normalement, les problèmes de couple doivent se régler dans le couple. Comme on disait avant, on lave son linge sale en famille. C'est toujours un gros problème d'introduire une troisième personne chacun doit être conscient de ce qu'il vit. Faut se rappeler que les amis donnent souvent des mauvais conseils. Je parle ici des amis femmes, et c'est pas pour dire du mal des femmes, mais c'est une tendance qu'on voit dans le monde. À part si c'est une amie tzadika, d'accord, il faut s'éloigner d'abord des amis qui sont divorcés. C'est un gros problème. Leur influence, quand on a des amis divorcés, les statistiques montrent qu'on a plus tendance à divorcer. Et, euh, et c'est sûr que les amis donnent parfois des mauvais conseils. Mais bon, je voudrais pas empiéter sur le prochain cours. Et donc, je m'arrête là pour expliquer pourquoi la thérapie de couple est une mauvaise idée, bien que parfois ça peut amener des bons résultats. Et pour moi, ça n'est pas une raison suffisante pour se laisser aller à la thérapie de couple. Voilà. Une bonne continuation. Mettez un pouce, mettez un commentaire, transmettez à un ami.